Bon. Donc bonjour à tous, bienvenue dans ce cours sur les polynômes, donc qui suit le cours rencontré d'algèbre linéaire sur la dimension finie. Nous allons mettre à profit nos connaissances d'algèbre linéaire dans ce chapitre sur les polynômes, qui se présentera de la façon suivante. En premier lieu, on va définir la structure de l'espace des polynômes, donc comment est-ce qu'on construit un polynôme de manière abstraite, en particulier avec la notion d'indéterminé. C'est là que nous ferons des exercices d'algèbre linéaire. Nous aurons l'occasion de réinvestir nos connaissances. Ensuite, grand 2, extrêmement court, nous analyserons la structure de l'espace des polynômes munie de la notion de divisibilité. Donc, c'est l'arithmétique sur l'espace des polynômes. Il y a très peu de connaissances à avoir en PTSI sur ce chapitre-là, mais on fera quand même des petits exos mercredi sur la notion de division euclidienne de polynômes, qui est bien pratique. Cet algorithme facile à programmer. Ensuite, on parlera des racines des zéros de polynômes, donc des notions de factorisation par une racine simple, double, triple ou d'ordre de multiplicité quelconque. Puis enfin, la notion précise de factorisation de polynômes en produit de polynômes irréductibles dans R ou dans C, avec le théorème fondamental de l'algèbre. Alors, commençons tout de suite par le grand 1. Alors, je vous explique ce qui est en train de se passer. Jusqu'à présent, on a défini comme notion vectorielle, non, je parle de vecteurs, puisqu'on a fait de l'algèbre linéaire, donc d'abord les vecteurs géométriques, qui étaient les modèles en fait de vecteurs. Puis, on a généralisé la notion de vecteurs au couple, au triplet, au n-uplet, les éléments de R puissance n. On a aussi généralisé les vecteurs aux espaces de matrices, les matrices n'étant que finalement des n-uplets présentés sous forme de tableau. Puis, nous avons encore dépassé la chose en allant en dimension infinie, donc en particulier avec les suites et les fonctions. Les polynômes, jusqu'à présent, jusqu'à ce stade de l'année, c'était simplement des fonctions. Puisque quand je vais vous parler de polynômes, vous allez penser tout de suite à f de x égale x carré, f de x égale ax plus b. Vous voyez bien que donc vous identifiez la notion de polynôme et de fonction. Et en fait, ça marche très bien de faire comme ça. On peut d'ailleurs faire tous les exercices sur les polynômes en les voyant comme des fonctions. Mais en fait, on a eu une envie, et qui est d'ailleurs liée totalement à l'informatique, c'est d'essayer de stocker un polynôme, non pas sous la forme d'une fonction, donc d'une fonction lambda, Python, mais sous la forme d'une liste. Parce que puisqu'une liste, ça prend moins de place qu'une fonction. D'ailleurs, une fonction, on n'en a jamais parlé, comment c'est structuré. Donc, c'est totalement inclus dans le langage Python et on ne s'est pas posé la question de savoir comment est-ce qu'il faisait. Il ne peut pas stocker une fonction comme on aurait l'image, nous, mentale de la fonction, à savoir la fonction sinus. Il a tout stocké dans sa tête, toutes les images possibles et inimaginables du sinus. Il n'a pas fait ça. Donc, ce n'est pas le propos de ce chapitre de vous expliquer comment c'est fait, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la notion de fonction, c'est une fonction qui est complexe du fait justement que l'espace des fonctions est de dimension infinie. Alors, l'espace des polynômes, on va pouvoir un petit peu le stocker de manière assez intéressante. Puisque ce qui se passe, c'est que quand je vous donne un polynôme quelconque, donc, je ne sais pas, p de x égale 2x cube moins 3x carré plus x moins 1, vous voyez bien que ce polynôme-là, on a évidemment envie de le stocker. Comment? Comment on aura envie de stocker ce polynôme sur Python, par exemple? Si on ne veut pas faire une fonction. Avec un quadruplé? Avec un quadruplé, lequel? 3, 1, moins 1. 2, moins 3, 1, moins 1. Alors, effectivement, on n'a qu'à stocker les 4 coefficients de la puissance la plus forte à la puissance la plus faible. Et dans ce cas-là, on a un quadruplé et on identifie donc, comme on a fait dans le devoir libre, on identifie un polynôme à un uplé. Alors, c'est formidable, parce que ça veut dire qu'on ramène tous les problèmes de liberté, etc., à des matrices en colonne, et donc tout est simple. Et donc, on a oublié la notion fonctionnelle. Alors, la seule chose qui va se produire, c'est que, conformément à Python, on ne va pas stocker le polynôme comme ça. On ne va pas le stocker comme ça. Parce que le problème, c'est que le 2, ça serait le coefficient du x cube. Or, en Python, vous savez que le premier élément, c'est p crochet 0.
P crochet 0, j'aimerais que ce soit le coefficient de degré 0, non? Plutôt. Donc en fait, on ne met pas les coefficients de la puissance la plus grande à la puissance la plus petite, mais de la puissance la plus petite à la puissance la plus grande. Donc autrement dit, on va stocker le polynôme P comme une liste moins 1, 1, moins 3, 2. C'est comme ça qu'on fera la semaine prochaine pour le TP. Alors évidemment, on n'est pas en train de définir une nouvelle structure. Hein. On est en train de créer, d'utiliser la notion de liste comme outil, puisque de toute façon, les séquences sont les seules choses véritables qui puissent stocker un objet structuré en informatique. Puisque le logiciel en lui-même, le processeur en lui-même, il stocke comme une séquence, il stocke tout en séquence binaire. 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Donc vous voyez bien que tout est sous forme de liste de manière native. Donc on est obligé de stocker les objets sous forme de liste. Donc, même les fonctions, si on regarde bien, derrière, il y a des listes, c'est sûr, hein, en tout cas, ou des tableaux. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ceci a un avantage énorme, c'est que ça nous permet de définir un polynôme comme une liste de coefficients, mais par contre, il y a un inconvénient énorme. C'est que maintenant, imaginons que je vous donne ce polynôme. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je suis dessus. Est égal à celui dessus. Donc en fait, on a deux listes différentes qui identifient un même objet. Alors ça, c'est pas très très bon. Ça, d'un point de vue mathématique, c'est pas très très bon. On peut pas, mathématiquement, on n'aura pas le droit de dire un polynôme, c'est une liste. Pas possible. Il faut envisager la possibilité que cette liste, elle soit éventuellement infinie et qu'à la fin, il y ait toujours des zéros. À partir d'un certain rang, il y a toujours des zéros. C'est comme ça qu'on va définir un polynôme, en fait. La définition générale d'un polynôme, et c'est vraiment comme ça qu'on fait dans les bouquins de maths, hein, c'est pas qu'une histoire d'informaticien, on définit un polynôme comme une suite nulle à partir d'un certain rang. D'où la définition qui est ici. Donc on se donne donc, K égale R ou C, et la structure algébrique de l'ensemble des polynômes, qu'on va noter K crochet X, mais je vais vous expliquer pourquoi après, eh bien un polynôme à coefficient dans K, c'est une suite d'éléments de K nuls à partir d'un certain rang. Autrement dit, mon polynôme P, en fait, d'un point de vue mathématique, celui-là, c'est moins 1, 1, moins 3, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, jusqu'à l'infini. En faisant ça, en autorisant des listes infinies, on crée une bijection entre l'ensemble des polynômes et l'ensemble des suites nulles à partir d'un certain rang. Sinon, on a un problème, c'est qu'on va avoir des listes différentes pour un même polynôme. Et ça fait perdre une bijection, ça fait perdre une identification. Donc, ce n'est pas une bonne définition. OK? Alors, en Python, évidemment, on ne pourra pas faire ça. C'est-à-dire qu'en Python, on ne pourra pas dire nul à partir d'un certain rang. En Python, on ne pourra pas stocker la liste infinie. On ne stockera que les éléments jusqu'au dernier non nul. Mais mathématiquement, en tout cas, on a cette définition qui fonctionne bien. Alors, où est-ce qu'elle nous mène cette définition? Elle nous mène pendant de discussion pendant 5 minutes. Hein. Dans 5 minutes, vous allez voir, je vais revenir à la notion fonctionnelle. Mais pendant 5 minutes, affranchissons-nous de la notion de fonction. Au moins, on a l'impression qu'on est en train de définir un nouvel espace. Vous voyez? L'espace des polynômes, le polynôme en lui-même, c'est un nouveau vecteur. Ce n'est ni une fonction, ni une liste, ni vraiment une suite, parce que c'est un sous-espace des suites, en fait. On est en train de créer un sous-espace vectoriel de l'ensemble des suites. On fait un peu ça, en fait. Le polynôme, c'est un peu tout, en fait. Hein, vous voyez? Il est à la frontière de tout, au point qu'il va devenir un nouvel objet. Donc, si un polynôme n'est pas nul, on va appeler son coefficient dominant le dernier coefficient non nul de la liste, évidemment. Donc, par exemple, ici, pour lui, le coefficient dominant, c'était ici 2. Vous voyez qu'il se retrouve ici, ou ici. C'est le coefficient dominant. Le premier coefficient ici qui apparaît, c'est le coefficient constant. Et on dit qu'un polynôme est unitaire si jamais son coefficient dominant est égal à 1. Bon, il n'y a rien de très novateur dans cette définition.
Alors, maintenant qu'on a défini des objets vectoriels, on aimerait être sûr qu'on a des lois d'espace vectoriel. Donc, on a en particulier une somme et une multiplication externe. Bon, il n'y a aucun problème. On se donne deux polynômes. Donc, vous voyez comment je les ai définis? Je les ai définis comme deux suites. Vous devez comprendre que ce sont des suites nulles à partir d'un certain rang. On va juste induire les lois d'espace vectoriel de l'espace des suites sur l'espace des polynômes. Donc, ajouter deux polynômes, c'est ajouter leurs coefficients en place respective. Multiplier un polynôme par lambda, c'est multiplier ses coefficients par lambda. Rien de très novateur encore. Évidemment, on obtient ici un sous-espace vectoriel de l'ensemble des suites. Donc, l'ensemble des polynômes à coefficient dans K est un K espace vectoriel. Et deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients sont égaux. Bon, rien de difficile. Alors, maintenant, la question qui se pose est la suivante. J'aimerais revenir aux fonctions. Mais en fait, pour revenir aux fonctions, on va inventer un stratagème. Puisque, en fait, ce qui va se produire, c'est que les polynômes, vous allez voir surtout l'année prochaine, vous allez les utiliser avec une variable qui, la plupart du temps, n'est ni un réel, ni un complexe, qui n'est pas un scalaire, en fait. Les polynômes, on peut les appliquer à beaucoup de choses. On peut les appliquer aux matrices, on peut les appliquer aux endomorphismes. Et c'est surtout ça qu'on va faire l'année prochaine, c'est appliquer les polynômes aux endomorphismes. Donc, pour prévoir cette éventualité, à savoir que la variable d'un polynôme soit d'un type vectoriel quelconque, eh bien, on va définir la notion d'indéterminé. C'est-à-dire que dans la parenthèse du polynôme, si vous le voyez comme une fonction, vous avez le droit, hein, vous avez raison de le voir comme une fonction, eh bien, le petit x, je ne vais pas l'appeler petit x, je vais l'appeler grand x. Et ce grand x, j'aimerais l'appeler une indéterminée. Alors, c'est ça la difficulté en mathématiques, c'est presque plus une discussion philosophique. On va définir la notion d'indéterminé, d'indéterminable. C'est-à-dire de quelque chose qui n'aurait pas de type, qui pourrait prendre tous les types. Eh bien, ça c'est très fort, parce que définir l'indéterminé, vraiment pour définir un objet, il faut avoir des caractéristiques figées. Alors justement, je vais essayer de définir un objet qui n'a pas de caractéristiques. Eh bien, on va continuer notre métaphore sur les suites. On va essayer de se dire, j'ai défini la notion de polynôme avec des listes nulles à partir d'un certain rang. Donc, parmi toutes les listes, il y en a une qui correspond à ce que je me faisais comme définition de la fonction x. La fonction x, p de x égale x, elle est représentée par quelle liste? Avec que des zéros derrière. Ah non, pardon, 0, 1 avec que des zéros derrière. Exactement. Le 1 en premier va donner 1, mais si vous donnez le 1 en deuxième, eh bien vous définissez ce que vous avez envie d'appeler x. Et ben voilà. On appelle x le polynôme défini par la liste ayant un 0 en premier, un 1 ensuite. Donc le 1 est en deuxième position. Alors en deuxième position, en Python, ça correspond à L crochet 1. Et ça qui est génial, c'est que ce qui, depuis le début de l'année, nous embêtait, parce qu'on disait tout le temps, oui, mais en Python, pourquoi les index partent à 0? Là, ça va être formidable. Donc, x, c'est ça. Ben voilà, j'ai défini la notion d'indéterminé. Vous savez, les mathématiciens, ils ne s'embêtent pas. Hein, voilà. Donc ça, c'est une indéterminée. Il faut aussi définir x puissance 0, donc par convention. Hein, vous savez, comme en mathématiques, la puissance 0, c'est toujours une convention. Donc la convention, c'est que x puissance 0, c'est 1, et ce 1, c'est le polynôme 1 suivi que de 0. Alors, pour l'instant, dernière convention, et après je vous explique d'où elle vient. Après avoir défini x puissance 0 et x puissance 1, on a envie de définir x puissance k pour tout k. Et bien évidemment, puisqu'on a le polynôme en tête, on sait que x puissance k, c'est une liste ne comportant que des zéros, sauf en place k plus unième, où il y a un 1. K plus unième, vous êtes d'accord? Que x puissance 1, c'était un 1 en deuxième position. Je reviens en maths là. C'est en k plus unième place mathématique, et c'est en k'ième index pythonien. Donc pour l'instant, c'est une convention. X puissance k, c'est ça. Ainsi, un polynôme, n'importe quel polynôme, donc étant une liste nulle à partir d'un certain rang, si je note A0, an, c'est n plus 1 premier coefficient, eh bien, il se passe quoi? Il se passe que si je décompose
cette liste comme une somme de listes n'utilisant que les éléments de la base canonique, évidemment, vous voyez apparaître la base canonique. Hein. Vous savez, la base canonique de R puissance n, c'est bien ce 1 qui se balade. Ce 1, il peut se balader normalement dans R puissance n jusqu'à la nème place. Et bien, dans l'espace des polynômes, le 1, il peut aller aussi loin qu'on veut. Ce qui nous permet de définir un polynôme comme un sigma de AKX puissance K pour K allant de 0 à n pour n quelconque. Donc le degré peut être aussi grand qu'on veut. D'accord? Et ça y est, on est retombé, ouf, au bout de 5 minutes de discussion, sur un polynôme sous la forme d'une somme. Enfin, les polynômes qu'on manipule depuis le début qu'on fait des mathématiques. La seule chose, c'est que l'indéterminé, je l'appelle plus petit x, je l'appelle grand x. Et c'est un nouvel objet, indéterminé. Ainsi, l'espace des polynômes, à partir de maintenant, je vais le noter K crochet X. Donc, ce crochet X vient du fait qu'on a défini la notion d'indéterminé. L'espace des polynômes, c'est l'espace des combinaisons linéaires de X puissance K pour K allant de 0 à un certain n entier, qui peut être nul éventuellement, et n plus 1 scalaire dans le corps de base. Alors, on en est où là? On vient de définir un espace qui est un espace vectoriel. Et cet espace vectoriel, il comporte des notations puissance. Alors ça, c'est nouveau. Parce que dans les espaces qu'on a vus avant, il n'y a pas de multiplication. Enfin, si, dans l'espace des fonctions, il y a une multiplication. Mais par exemple, dans l'espace des n-uplets, la seule multiplication qu'on aurait, ce serait un produit scalaire. Mais vous avez remarqué que je n'en ai pas parlé. Le produit scalaire n'est pas une loi d'espace vectoriel. Tous les espaces qu'on a manipulés, ils ont d'autres lois que les lois d'espace vectoriel, mais j'en ai jamais parlé. Là, je vais en parler un tout petit peu plus quand même. Ce x puissance k, il faut qu'on explique d'où ils viennent. Évidemment, puisqu'on a dans la tête de factoriser les polynômes, on va devoir multiplier les polynômes entre eux. Multiplier des polynômes entre eux, ça laisse entendre qu'il existe un produit. Et ce produit, il faut qu'on le définisse. Ah ben voilà. Définition d'un produit. Alors, produit polynomial, on essaie, donc la formule encadrée qui est affichée à l'écran ici, c'est une généralisation de ce qu'on fait dans des cas particuliers lorsqu'on multiplie des polynômes. Ce qui va vous surprendre, évidemment, c'est la formule finale, à savoir, quand on se donne deux polynômes de degré, alors l'un de degré m, l'autre de degré n, eh bien, quand vous les multipliez, le polynôme produit, il a pour degré m plus n, alors ça, c'est pas surprenant, c'est logique. Par contre, ce qui est nouveau, c'est ça. C'est que le coefficient de degré k pour a fois b, il est donné comme une somme pour j allant de 0 à k des aj b k moins j. Alors, on peut donner un petit exemple ensemble à l'écrit pour que vous voyez ce qui se passe. Je prends deux polynômes quelconques et je veux les multiplier. Donc, j'écris, je ne sais pas, pose a égale 1 plus x plus 2x carré. À partir de maintenant, je vais essayer de mettre les puissances faibles en premier et les puissances fortes à la fin, comme dans les développements limités. Vous voyez, c'est un peu des cultures mathématiques qu'on devrait instaurer depuis qu'on est tout jeune. Parce que depuis que vous êtes tout petit, un polynôme de degré 2, on vous l'appelle ax carré plus bx plus c. En fait, pour vous préparer à la suite, on devrait mettre des puissances grandes à la fin. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On est des scientifiques, donc nous, on est capable de s'adapter. Donc, oui, je peux prendre un polynôme comme ça, 2x carré plus x cube. Voilà. Donc là, j'ai envie de multiplier ces deux polynômes ensemble. Je zoome un petit peu pour que vous compreniez ce qui se passe. Donc, quand vous voulez multiplier deux polynômes comme ça, vous savez que la notion de le développement, c'est une distributivité par flèche. Et donc, le coefficient de degré constant ne s'obtient que par la flèche 2 fois 1. Les coefficients de degré 1 s'obtiennent en faisant 1 fois 3, moins 3x, puis plus 2, enfin x fois 2. Et puis après, quand les degrés augmentent, plus les degrés augmentent, et plus j'ai de combinaisons possibles. Pour obtenir le degré 2, ou je fais du degré 1 et du degré 1, ou du degré 0 et du degré 2, ou du degré 2 et du degré 0. Vous voyez donc qu'il y a un principe de vase communicant à la mode de Newton. C'est-à-dire que si je veux obtenir ici les coefficients de degré 2, je mets mes flèches,
j'ai celle-là, j'ai celle-là et j'ai celle-là. Donc j'ai 3 termes à additionner. Le coefficient de degré 2, c'est une somme de 3 termes. Si donc j'utilise mes notations A0 plus A1x plus A2x2 facteur de B0 plus B1x plus B2x2 plus B3x3, le coefficient de degré 2 que je cherche, c'est quoi? C'est A0 fois B2 plus A1 fois B1 plus A2 fois B0. Est-ce que vous êtes d'accord? Multiplier deux polynômes comme ça de degrés différents pour obtenir le coefficient de degré 2 du polynôme produit, eh bien je fais ça. Donc vous voyez bien ce qui se passe. À chaque fois, je prends le premier coefficient, je prends le coefficient B d'exposant d'indice maximal, de sorte à ce que la somme des deux fasse 2. 0 plus 2 égale 2, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 0 égale 2. Eh bien, ça, on peut généraliser. Comment? Eh bien, on le généralise comme une somme des A, I, B, 2 moins J, 2 moins I, pardon, pour I allant de 0 à 2. Voilà. Ça, je l'appelle C2. Je vous montre sur un cas très particulier que C2 étant le coefficient donc, du polynôme de l'exposant 2, le coefficient de x carré, et bien de manière générale, si vous le faites sur des polynômes de longueur quelconque, vous obtenez cette formule-là. CK égale somme de J égale 0 à K et AJ BK moins J. Qu'on note parfois aussi comme ça, mais j'aime moins, c'est moins explicite. Mais en fait, ce que je viens de vous montrer comme une conjecture, en fait, ça peut très bien vous suffire. Parce que nous, on est en train de définir un produit, donc on le définit comme on veut. Hein. Vous vous rappelez comment on a défini les produits matriciels? On n'a pas donné de raison particulière, on a fait ce qu'on voulait. Le seul inconvénient quand on définit une nouvelle loi, c'est qu'il faut s'assurer qu'a posteriori, cette loi, elle est compatible avec les autres lois. Et c'est effectivement ce qui se passe, et c'est ça qu'on va admettre, à savoir que la loi multiplication qu'on vient de définir, elle est distributive par rapport à la somme des polynômes. Et pourquoi ça va marcher? Bien parce que je viens de la définir de manière intelligente grâce à ce que je viens de vous montrer par induction. Je suis en train de définir le produit usuel des polynômes en fait. OK? Donc on en est où? Eh bien on en est maintenant que il faudrait vérifier que la multiplication elle est associative, distributive par rapport à la somme. Il faudrait aussi vérifier que si je multiplie un polynôme par 1 étant, rappelez-vous, ce polynôme-là, eh bien je ne le modifie pas. Ça se montre aisément. Alors, une chose qu'on va discuter mercredi en Python, et qui est un petit peu piégeux, c'est que dans l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, je me suis arrêté au degré 2, j'ai fait exprès. Je ne suis pas allé au degré supérieur. Parce qu'il se passe quoi? Quand je suis jusqu'au degré 2, pour l'instant, mon degré est trop faible pour que le problème apparaisse. À partir du degré 3, donc pour obtenir le degré 3, il faut que je multiplie du degré 0 avec du degré 3, du degré 1 avec du degré 2, du degré 2 avec du degré 1, ou du degré A. Alors, a priori, vous voyez, il n'y a pas de degré 3 ici. Mais le degré 3, il est de coefficient nul. D'accord? C'est A3 égale 0 ici. Je peux envisager de multiplier A3 x3 par B0, ça va faire 0. Et c'est exactement ce que fait la formule. Parce que la formule que je vous ai écrite au-dessus, là, si je la généralise à C3, ça donne C3 égale somme de J égale 0 à 3, des A, J, B, 3 moins J. Et regardez quand J vaut 0, quand J vaut 3, pardon. Quand J vaut 3, je parle de A3. Mais A3, il n'était pas. En fait, j'ai présupposé qu'il était nul, puisque j'ai défini les polynômes comme étant nuls à partir d'un certain rang. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre et qui est un petit peu délicat en Python quand vous allez programmer le produit. Il y aura, dans le TP, il va y avoir ça comme exercice. C'est qu'il faut absolument envisager de rajouter autant de zéros que vous voulez à la fin. En Python, ils n'y seront pas les zéros. Mais en maths, ils y sont. Donc, ici, comprenez que les AJ sont nuls à partir d'un certain rang. Voilà. Ça, c'est très très fin. On le verra la semaine prochaine parce qu'on corrigera le TP. Dernière chose avant de faire des exercices, donc la notion de degré.
Évidemment, donc, on n'a pas trop parlé, mais il apparaît naturellement. On écrit dorénavant un polynôme toujours sous cette forme-là. N étant son degré, à savoir le plus grand des index pour lesquels le AK n'est pas nul. Mais si le polynôme il est nul, eh bien j'ai un problème. Parce que si le polynôme il est nul, ça veut dire que tous les coefficients sont nuls, et a priori, donc l'index maximal pour lequel AK n'est pas nul, mais il n'existe pas. C'est pour ça qu'on va mettre une convention et qu'on va expliquer tout de suite dans les exercices. La convention du degré de 0, c'est moins l'infini. On va la réécrire tout à l'heure. Alors pourquoi moins l'infini? Pourquoi pas moins 1? On pourrait dire moins 1. En tout cas, pas 0. Hein. 0, on ne veut pas qu'il soit de degré 0. 1 est le degré 0. Tous les scalaires constants sont de degré 0, sauf 0. 0 est à part. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi moins l'infini? C'est pour généraliser les formules qui vont suivre, à savoir que si on se donne deux polynômes, eh bien, le degré de leur... On peut commencer par le produit, c'est plus simple. Le degré de leur produit, c'est la somme de leurs degrés. C'est facile à voir, ça. Hein. Quand je multiplie un polynôme de degré 2 et un polynôme de degré 3, j'obtiens un polynôme de degré 6. Hein. Degré 5, pardon. Donc, de degré 2 plus 3. Le degré d'un produit, c'est la somme des degrés. Peut-être qu'en moyen mnémotechnique, vous pouvez aussi vous dire « Ah, mais ça fait penser au logarithme népérien. » Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Mais c'est pour vous. Vous avez déjà des fonctions, comme l'argument, par exemple, aussi, qui transforment les produits en somme. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Hein. Donc, le degré transforme les produits en somme. Mais regardez si P égale 0. Le degré de 0 fois Q, c'est le degré de 0. Et à droite, ça va donner degré de 0 plus degré de Q. Donc, je suis en train de dire que le degré de 0, il doit être égal au degré de 0 plus le degré de Q. Pour Q étant n'importe quel polynôme. Et c'est dingue, non? Vous avez déjà vu une équation comme ça, vous? X égale X plus une constante. Waouh! Ça a des magnifiques solutions, ça. Hein, on cherche X. Et lambda, il peut ne pas être nul. Cette équation n'a pas de solution dans R. À condition qu'on passe dans R bar et qu'on dise « Ah ben si je pose lui égale l'infini, c'est bon. » Parce que l'infini est égal à l'infini. C'est pour ça que par convention, on dit que le degré de 0, c'est moins l'infini. Parce que dans ce cas-là, l'équation reste juste. Ça donne moins l'infini égale moins l'infini plus n'importe quel degré, on s'en fout. OK? D'où la convention. Cette convention, elle a un inconvénient, c'est que maintenant, un polynôme est constant si et seulement si son degré est nul ou égal à moins l'infini. Et elle a un avantage, c'est qu'elle généralise aussi cette propriété qui n'est pas évidente, a priori, on va voir des exercices tout de suite, c'est que le degré d'une somme, quand vous ajoutez deux polynômes, par exemple l'un de degré 2 et l'autre de degré 3, ce n'est pas forcément le plus grand qui gagne. Parce que les degrés, alors c'est le plus grand qui gagne si les degrés sont différents. Mais si les degrés sont égaux, qu'est-ce qui peut se passer? Il y en a qui peuvent s'annuler. Lesquels? Les plus hauts. Voilà. Les coefficients dominants peuvent être opposés, et donc bing, ça va abaisser le degré du polynôme. Donc ça, c'est un petit piège assez classique. C'est-à-dire que le degré d'une somme, il est inférieur au maximum du degré des deux polynômes, sauf si les degrés sont différents. Il n'y a pas à l'apprendre par cœur, c'est de la jugeote. Hein. Il faut que vous ayez tout le temps les polynômes en tête, il faut que vous les multipliez, que vous les ajoutiez. Et dernière chose avant de commencer les exos, à savoir, lorsque un polynôme de degré inférieur ou égal à n, on dit qu'il appartient à un espace noté kn crochet x. Quand je mets un petit indice n comme ça, c'est que j'impose au degré d'être maximum égal à n. Alors pourquoi pas égal? C'est que si je dis que kn crochet x, c'est l'ensemble des polynômes de degré exactement égal à n, j'enlève le polynôme nul. Et donc je vais perdre la structure d'espace vectoriel. D'autant qu'on vient de le dire, une somme de deux polynômes de degré n peut être de degré moindre. Donc pour garder la stabilité de l'espace par addition, par multiplication scalaire, et pour permettre qu'il contienne le polynôme nul, on définit comme l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Ainsi, kn crochet x est un sous-espace vectoriel de k crochet x, et c'est souvent sur lui qu'on va faire les exos. Pourquoi? Parce que lui, il est de dimension finie.
Sa base canonique, c'est 1, x, point, 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 x puissance n. Donc, attention à bien mettre en exergue ça. Le degré maximal, c'est n, mais la dimension, c'est n plus 1, puisqu'on compte le 1 comme élément de la base canonique.